Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 12 août 2024 et hier soir on a eu la suite de l'histoire autour de Judgment Day. On a CM Punk qui a attaqué, on a Bronson Reed qui a tué des gens et on a eu un excellent main event pour le titre intercontinental avec Sami Zayn contre Bron Breakker. Donc on va passer aux résultats dans un instant, mais d'abord pour info il fait environ 8000 degrés. Donc si vous me voyez transpirer et fondre pendant cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc c'est parti, le show démarre avec Mami Rhea Ripley qui fait son entrée, elle prend le micro. Et elle nous dit que suite à ce qui s'est passé ces dernières semaines à la base, elle se sentait humiliée, elle avait le cœur brisé, mais dorénavant, elle est simplement très énervée. Et Mami nous explique que Dum Dum l'a poignardé, il lui a mis des coups de couteau dans le dos, mais le problème, et c'est quelque chose que Dum Dum a déjà dû entendre, c'est que ce n'était pas assez profond. Et Rhea Ripley ajoute que Liv Morgan ne pourra pas l'esquiver éternellement, donc Mami va rappeler à Liv Morgan et Dum Dum qui elle est. Mais là, Rhea Ripley a été interrompue par Liv Morgan et Dum Dum dans la foule, et là on a eu le droit aux explications de Dum Dum. Dum Dum nous explique qu'il a choisi Liv Morgan parce qu'il est un homme et que justement Liv Morgan le traite comme un homme. Dum Dum explique que Rhea Ripley avait essayé de le changer au lieu de le laisser comme il était, et en plus à côté de ça c'était humiliant pour lui, un adulte, de devoir appeler Rhea Ripley Mamie. Donc au lieu d'avoir une copine qui le force à l'appeler Mamie, il a trouvé une copine qui dorénavant l'appelle Daddy. Et là, Dum Dum m'a tué parce qu'il a commencé à lister les avantages d'être avec Liv Morgan. Et il a dit oui, Liv, elle est géniale parce qu'elle me donne des tenders dès que j'en veux. Et en plus, elle me laisse jouer aux jeux vidéo quand je le veux. Mais surtout, Dum Dum ajoute que Liv Morgan lui a permis de faire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Elle lui a permis de battre son papa. Et derrière, vous avez Liv Morgan qui intervient pour remuer le couteau dans la plaie. Et là, elle nous rappelle que Rhea Ripley a tout perdu. Elle n'a plus son clan, elle n'a plus sa famille, et elle n'a plus sa vraie famille non plus, car sa vraie famille est à des milliers de kilomètres. Elle a perdu Dum Dum, et elle a également perdu le titre World Heavyweight. Liv Morgan lui a tout pris. Mais Mami répond à Liv Morgan que oui, elle lui a appris beaucoup de choses. Elle lui a appris ses points faibles, ses faiblesses. Et pendant que Mami et Liv continuent leur échange, là, d'un coup, vous avez Damian Priest qui apparaît dans la foule derrière Dum Dum et Liv Morgan. Et donc là, il attaque Dom, ça part en bagarre générale à travers l'arène, puis ils reviennent dans le ring. Et là, vous avez Carlito qui intervient et qui attaque Damian Priest, car on va enchaîner avec un match entre Damian Priest et Carlito. Et là, Carlito n'a pas pu faire grand chose, il a tenu une dizaine de minutes, mais à la fin, Damian Priest lui a porté son chokeslam pour la victoire. Mais directement après match, vous avez le reste de Judgment Day qui attaque Damian Priest. Donc là, Mami refait son entrée pour sauver Damian Priest. Et là, vous avez Finn Balor qui se retrouve entre Mami et Damian Priest. Il allait se prendre un big boot de la part de Damian, mais au dernier moment, JD McDonough s'est sacrifié pour sauver Finn Balor. Et à la fin du segment, vous avez Mami et Damian Priest qui se font un câlin dans le ring, mais là, Dum Dum revient, il monte sur la troisième corde et il leur saute dessus, sauf que Damian Priest le chope en position de chokeslam, et derrière, il fait la passe à Mami, et donc là, Mami allait porter le Riptide sur Dum Dum, mais au dernier moment, vous avez Liv Morgan qui intervient pour sauver Dominic. Et donc, pour info, un peu plus tard, lors du show, la WWE va annoncer un tag team match pour Bash in Berlin avec Damian Priest et Mami contre Dum Dum et Liv Morgan. Ensuite, un peu plus tard, on a un match avec American Made contre la Alpha Academy. Et du coup, là, on passe en coulisses, on a Ivy Nile qui va voir Maxine Dupri. Et Ivy Nile dit à Maxine Dupri que ce serait mieux si ce soir, elle ne vient pas au bord du ring pendant le match par équipe. Mais Maxine Dupri explique qu'elle est obligée de venir car elle doit soutenir Akira Tozawa et Otis car ils sont comme sa famille. Et là, vous avez Ivy Nile qui répond simplement « Ok, je savais que t'allais dire ça », mais on sent qu'elle n'est pas forcément très contente. Puis on enchaîne avec un nouveau message de Bo Dallas qui nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière, les débuts des Wyatt Six. Il nous dit que la boucle est bouclée et derrière il nous annonce que quelque chose arrive, il va se passer quelque chose de grand. Bo Dallas nous dit que le travail va continuer, d'autres portes vont être ouvertes et il termine son message en disant et en répétant « Ma vie pour toi ». Alors comme d'hab, on sait absolument pas de quoi il parle mais on est curieux de voir la suite. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Xavier Woods qui va voir Kofi Kingston et Odyssey Jones. Et là, Xavier Woods voulait parler à Kofi, mais Kofi n'a pas trop le temps à la place. Kofi explique à Xavier Woods que ce soir, ils seront dans le coin de Odyssey Jones. Et on peut voir que ça ne fait pas plaisir à Xavier Woods. Donc on enchaîne directement avec Odyssey Jones accompagné par le New Day qui a battu Vincent Winnie en environ 2 minutes avec un Sidewalk Slam. Mais après le match, vous avez le Final Testament qui a fait leur entrée et encore une fois, Karrion Kross a expliqué que Kofi Kingston utilise Odyssey Jones pour remplacer Big E.
Mais en fait, c'est même pire que ça. En réalité, il l'utilise pour remplacer Xavier Woods. Mais là, vous avez Xavier Woods qui répond à Karrion Kross en disant que son plan ne fonctionne pas. Il n'arrivera pas à séparer le New Day. Il n'arrivera pas à créer des tensions entre eux. Et Xavier Woods allait proposer un tag team match, mais là, vous avez Kofi qui intervient. Kofi prend le micro. Et Kofi propose un match 3 contre 3 avec le New Day et Odyssey Jones contre le Final Testament. Et encore une fois, vous avez Xavier Woods qui fait semblant d'être heureux dans le ring, mais on peut voir que ça ne lui plaît pas du tout. Puis on passe dans le bureau d'Adam Pearce et directement on a McIntyre qui débarque. Mais Adam Pearce le prévient que CM Punk n'est pas présent ce soir car il a eu des soucis au niveau de son transport. Mais là vous avez McIntyre qui n'est pas très content que le challenger pour le titre World Heavyweight soit un catcheur de SmackDown. Et en plus le fait que ce soit Randy Orton la vipère, ça ne rassure pas McIntyre. Donc McIntyre dit qu'il ne va pas laisser Orton attaquer, il ne va pas laisser Orton faire ce qu'il veut sur son territoire. Et ce soir il va s'occuper d'Orton et de Gunther, il va gérer la situation. Sauf que là ça ne rassure pas Adam Pearce car ça lui rappelle ce que Bronson Reed avait dit la semaine dernière et ça s'est très mal fini. Mais là, McIntyre promet qu'il ne va pas faire comme Bronson Reed. Adam Pearce peut lui faire confiance. Parole de scout. Puis on enchaîne avec les Creed Brothers contre Akira Tozawa et Otis, accompagnés par Maxime Dupri. Mais par contre, Chad Gable n'était pas présent car les commentateurs précisent qu'il était à Paris pour les Jeux Olympiques. Et c'était un Texas Tornado match, donc c'est-à-dire que les deux équipes n'avaient pas besoin d'effectuer un relais, tout le monde pouvait se battre en même temps, c'était un beau bordel. Et à la fin, vous avez Ivy Nile qui intervient et qui attaque Maxime Dupri au bord du ring. À la base, ces dernières semaines, Ivy Nile faisait encore la gentille qui était pote avec Maxime Dupri, mais en fait, hier soir, elle l'a trahi. Donc dorénavant, elle est totalement heal comme les Creed Brothers. Elle a attaqué Maxime sur la table des commentateurs, ce qui a déconcentré Otis et Akira Tozawa. Et là, vous avez les Creed Brothers qui en ont profité. Brutus a jeté Otis en dehors du ring et il a enchaîné avec un roll-up sur Tozawa pour la victoire. Puis on enchaîne avec une petite interview posée de Pete Dunne qui nous explique que Sheamus ne l'a jamais pris sous son aile, mais c'était l'inverse, c'était Pete Dunne qui avait pris Sheamus sous son aile. Sheamus ne voulait pas aider Pete Dunne et Ridge Holland, mais il utilisait Pete Dunne et Ridge Holland pour se mettre en avant. Pete Dunne insiste sur le fait que Sheamus n'en avait rien à faire des Brawling Brutes, et la preuve, il demande où est Ridge Holland dorénavant. Et surtout, encore une fois, Pete Dunne nous fait comprendre à quel point il ne supportait pas le surnom Butch, et il ne supportait pas de devoir être le petit frère de Sheamus pendant 2 ans. Pete Dunne nous rappelle qu'il est le Bruiserweight, un vétéran avec 18 ans de carrière, donc il nous dit qu'il va fermer la gueule de Sheamus afin de ne plus jamais entendre le nom Butch. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous rappelle l'attaque de Bronson Reed sur Seth Rollins la semaine dernière. Et là, c'était très drôle car on avait une analyse de Pat McAfee qui nous explique qu'un tsunami splash, c'est comme si vous aviez 2 éléphants qui vous tombent dessus, ou encore 50 kangourous. Donc vraiment merci à Pat McAfee pour ses analyses tellement pertinentes et détaillées. Et directement on retrouve Adam Pearce avec Bronson Reed et Adam Pearce lui dit qu'il a de la chance de n'avoir reçu qu'une amende. Mais Bronson Reed explique qu'on ne lui a pas donné d'opportunité donc il a dû trouver un moyen de faire un impact. Mais Bronson Reed dit qu'il est gentil, il va donner une seconde chance à Adam Pearce. Soit Adam Pearce peut lui trouver un adversaire pour ce soir, ou alors Bronson Reed s'en chargera lui-même et il va se trouver une victime. Derrière, on a une petite promo de Damage Control et pour rappel, actuellement, ils ne sont plus que 2, Io Sky et Kairi Sane, car Dakota Kai et Asuka sont toutes les deux blessées. Et par rapport à Dakota Kai, on a eu des détails hier soir, donc elle souffre d'une déchirure du ménisque du genou droit, et apparemment elle va être absente entre 8 et 10 semaines car elle va se faire opérer. Puis derrière, on a également une petite promo de Sonya Deville, Zoe Stark et Shayna Baszler, qui nous révèlent le nom de leur clan. Et donc le nom de leur clan, c'est The Pure Fusion Collective. Et franchement, vous me connaissez, je n'aime pas critiquer, mais ce nom n'a aucun sens. Et donc on enchaîne avec Shayna Baszler et Zoe Stark contre Io Sky et Kairi Sane, et on avait les championnes par équipe qui étaient au bord du ring pour regarder le match. Et justement vers la fin du match, vous aviez les catcheuses qui se battaient à l'extérieur, et là les championnes se sont pris des coups sans avoir rien demandé. Donc un peu plus tard, vous avez les championnes qui sont intervenues dans le match, ce qui fait que ça s'est terminé en no contest, et du coup on ne sait pas qui seront les prochaines challengers au titre par équipe féminin. Puis on passe en coulisses et on a R-Truth qui va voir The Miz car il ne va pas très bien, mais R-Truth tente de lui remonter le moral, il explique qu'il allait voir Adam Pearce, et il a obtenu un match pour le titre intercontinental pour The Miz ce soir. Mais là The Miz est un petit peu étonné car il dit que Braun Breaker a déjà un match ce soir contre Sami Zayn. Et là R-Truth dit qu'il n'est pas au courant, puis il pointe vers un écran où il montre l'affiche du match du Miz.
Et là, on voit que c'est de mise, mais pas contre Bron Breakker, mais Bronson Reed. En fait, R-Truth a booké un match entre The Miz et Bronson Reed, donc forcément The Miz n'est pas rassuré. Mais là, vous avez Randy Orton qui débarque. Randy Orton intervient et il rappelle à The Miz que c'est un grand catcheur qui a remporté tous les titres de la WWE, le Grand Slam Championship, il a main eventé WrestleMania, il a battu John Cena dans ce main event, donc The Miz peut tout faire et il peut battre Bronson Reed. Et le speech de Randy Orton a fonctionné, ça a motivé The Miz qui s'en va à ce moment-là pour se préparer. Mais derrière, vous avez R-Truth qui demande à Randy Orton, bro, est-ce que tu penses vraiment que The Miz peut le faire? Et là, vous avez Randy Orton qui répond non à R-Truth. Donc Randy Orton qui ne croit pas vraiment en The Miz, mais qui a quand même été le bon pote qui a tenté de le motiver. Et on enchaîne avec Randy Orton qui fait son entrée pour nous faire un petit speech, mais rapidement, il est interrompu par Gunther. Et là, Gunther commence à parler de Randy en disant que Randy aurait pu être l'un des plus grands de tous les temps. Mais Randy a effectué plusieurs erreurs durant sa carrière et il a gâché son potentiel qui était sans limite. Et Gunther n'apprécie pas les gens qui gâchent leur potentiel. Et Randy Orton répond que Gunther a raison, Orton a fait des erreurs durant sa carrière, mais malgré tout, il a un CV incroyable, il a remporté tous les titres de la fédération, il a une famille magnifique, des enfants magnifiques, sa femme est une bombe, et il a réussi tout ça en le faisant à l'américaine. Donc il n'a pas de leçon à recevoir de la part de Gunther. Mais là, vous avez Gunther qui va répondre et qui va passer aux choses sérieuses, et ça m'a rappelé ses promos avec Damien Priest il y a quelques semaines, où vraiment il avait insulté Damien Priest et le fait qu'il avait vécu dans la rue, qu'à un moment il était SDF, donc Gunther était allé très loin contre Damien Priest, et là à nouveau il allait très loin contre Randy Orton en se moquant de la famille de Randy Orton. Gunther nous explique que Randy Orton est un raté, mais c'est normal, c'est naturel pour lui, car c'est de famille. Son grand-père était également un raté, et son père était également un raté. Et là, ça chauffe dans le ring, mais d'un coup, les deux catcheurs sont interrompus par la musique de Drew McIntyre. Donc McIntyre fait son entrée avec un micro, et pendant ce temps, vous avez Gunther qui se tourne dans le ring, mais d'un coup, vous avez Randy Orton qui lui porte un RKO. Et pendant ce temps, McIntyre enlève son t-shirt, apparemment pour s'occuper de Randy Orton, mais d'un coup, CM Punk sort de nulle part, et il attaque McIntyre. Et à la base, vous avez McIntyre qui répond avec un Glasgow Kiss, puis il enlève sa ceinture, et il veut fouetter Punk. Mais là, CM Punk reprend l'avantage et il a fouetté McIntyre plusieurs fois avec la ceinture. Puis on passe en coulisses pour une interview de Sheamus qui explique qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Pete Dunne lui en veut autant. Mais là, Ludwig Kaiser interrompt Sheamus en disant qu'ils ont eu un banger la semaine dernière. Et Sheamus doit comprendre que ce n'est pas terminé entre eux. Mais là, Pete Dunne en profite et il attaque Sheamus. Et il le frappe avec son Chile Lag sous les yeux de Ludwig Kaiser. Puis on retrouve également CM Punk en coulisses, et pour info, pendant l'attaque sur McIntyre, CM Punk a tenté plusieurs fois de récupérer son bracelet. Mais là, il explique que ce n'est même pas par rapport au bracelet. McIntyre peut garder le bracelet, mais c'est une question de principe. McIntyre n'a pas le droit de prononcer le nom de la femme et du chien de CM Punk. Puis on enchaîne avec The Miz contre Bronson Reed. The Miz était chaud, il a tenté de se défendre. Il a tenu à peu près 7 minutes, mais à la fin, Bronson Reed a porté son Tsunami Splash pour la victoire. Et après le match, Bronson Reed veut continuer à s'acharner sur The Miz, mais là, R-Truth intervient pour sauver The Miz. Sauf que Bronson Reed n'en a rien à faire, il porte son Tsunami Splash sur R-Truth. Et là, comme la semaine dernière, il enchaîne avec un deuxième, un troisième, puis un quatrième. Et pendant ce temps, vous avez les arbitres et la sécurité qui intervient. Et au lieu de simplement pousser R-Truth en dehors du ring, il reste autour de lui, ce qui fait que Bronson Reed peut continuer. Donc ça, bien entendu, c'est la logique du catch, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Et du coup, au final, au bout de 4 ou 5 Tsunami Splash, vous avez Adam Pearce qui intervient et qui réussit à faire sortir Bronson Reed du ring. Mais au final, Bronson Reed remonte sur le ring pour un dernier Tsunami Splash. Et la foule a adoré. La foule est en train de se régaler avec ces segments qui sont très simples. C'est tout simplement Bronson Reed qui arrive et qui détruit quelqu'un avec des splashs. Et honnêtement, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Jey Uso qui motive Sami Zayn pour le main event. Et il rappelle qu'après ce match, Sami et lui vont s'occuper des titres par équipe. Puis les commentateurs nous confirment que la semaine prochaine, on aura un match entre Sheamus et Pete Dunne. Et également, suite à ce qui s'est passé plus tôt, on aura Alba Fire et Isla Dawn qui vont défendre les titres par équipe contre Zoe Stark et Shayna Baszler et Io Sky et Kairi Sane. Puis on passe au main event avec Bron Breakker qui défend le titre intercontinental contre Sami Zayn dans un match 2 out of 3 falls, c'est-à-dire un match au meilleur des 3 tombés. Et là, vous avez Bron Breakker qui fait son entrée, la caméra le suit depuis les coulisses.
Et vraiment, l'entrée de Bron Breakker était magnifique hier soir. Bron Breakker est tellement bien buildé de la part de la WWE. Mais le match démarre très mal pour Bron Breakker car au bout d'environ 5 minutes, il est surpris par un Hell of a Kick et c'est Sami Zayn qui obtient le premier tombé. Mais environ 7 minutes plus tard, vous avez Bron Breakker qui a réussi à porter 2 spears à Sami Zayn pour revenir à un partout. Et à la fin du match, on avait un nouveau Breakker qui était en train de dominer et se préparer pour un nouveau spear. Mais là, vous avez Sami Zayn qui le contre avec une sorte de Hell of a Kick en plein milieu du ring pour le compte de 2. Mais honnêtement, là, on était tous à fond dans ce tombé. Et perso, j'étais persuadé que Bron Breakker allait conserver le titre. Mais à la fin, ils avaient quand même réussi à m'avoir. J'étais à fond dans le match. Et donc, au final, vous avez Sami Zayn qui monte sur les cordes et qui se jette sur Bron Breakker. Mais là, Breakker le surprend avec un méga spear pour la victoire. Donc le show se termine avec le champion intercontinental en train de célébrer et honnêtement, Bron Breakker est un monstre. Je pensais que la rivalité entre American Made et les Wyatt Six était terminée, mais non, c'est juste Chad Gable qui a décidé de prendre des vacances à Paris pour aller voir les JO. Du coup, il a fait pouce, on fait stop dans la rivalité. Ok, bon, on attend la semaine prochaine, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. En tout cas, j'ai été surpris, l'Alpha Academy a quand même mis en difficulté les Creed Brothers, notamment avec un magnifique suicide dive d'Akira Tozawa. Ivy Nile qui se retourne enfin sur Maxine Dupri, ça c'était plutôt cool. J'ai trouvé l'interview de Pete Dunne vraiment très intéressante, on a enfin des explications sur sa haine envers Sheamus. Il indique que dans les Brawling Brutes, Sheamus s'est servi de lui et de Ridge Holland pour servir ses propres intérêts. Il ne veut plus entendre le nom de Butch, il est le Brotherate Pete Dunne. Se servir d'une idée de booking foireuse dans un segment, je trouve ça génial et ça fait plutôt sens, bravo Pete Dunne, j'ai hâte de voir la suite. Le clan de Shayna Baszler, Zoe Stark et Sonya Deville s'appelle les Pure Fusion Collective. J'ai cherché une vanne à écrire sur ce nom de clan mais j'ai vraiment pas trouvé. À part qu'on dirait le nom d'un projet scientifique dans une classe de collège. Je vous présente la fusion pure collective. Ouais, j'avais pas de lunettes de vue pour accompagner mon imitation du nerd scientifique. Le budget niveau costume est pas ouf ici. La rivalité entre Gunther et Randy Orton continue, et c'est pas pour encore une fois faire des éloges sur Gunther, mais il est vraiment incroyable en promo, c'est trop bien. Il trouve toujours quelque chose à dire pour humilier la personne en face de lui. Quand il a commencé à trash talk sur la famille de Randy Orton, je me suis dit putain quel fumier. R-Truth qui a envoyé The Miz contre Bronson Reed, ça m'a bien fait rire. Mais ce qui m'a fait encore le plus rire encore une fois, c'est l'incapacité de Adam Pearce et son équipe de retirer un mec qui est en train de se prendre un immense catcheur de 150 kilos sur la gueule pour la 14e fois. On devrait peut-être le retirer là, non? Bah comment tu veux qu'on fasse? Je sais pas, on a qu'à le faire rouler parce que là ça devient dangereux. Ah pas con, mais attends, je vais peut-être appeler 3 ou 4 arbitres de plus pour savoir s'ils ont pas un meilleur plan. Hein. Non mais il faut juste le faire rouler, on est 24 autour du ring, je pense qu'on peut y arriver. C'était un super main event entre Sami Zayn et Bron Breakker. Je me doutais quand même que Sami Zayn allait remporter la première manche, mais le match était vraiment très cool. Le booking de Bron Breakker pour l'instant, il est vraiment parfait. Voilà comment booker un big guy. Il est en difficulté, il en a chié face à Sami Zayn. Il est pas invincible et pourtant il obtient la victoire et il ressort très fort de ce combat encore une fois. Continuez comme ça et le mec va vite atteindre des sommets à la WWE. En plus, il est déjà over avec la foule donc c'est top. Et puis le titre intercontinental en main event, je dis bravo. Prenez exemple SmackDown. Bel épisode de Monday Night Raw encore une fois, c'est dingue. Je me suis rendu compte pendant le show que comparé à avant, il n'y avait aucun moment inutile. En 3 heures de show, pas de match filler insignifiant qui n'a ni queue ni tête, pas de segment random, chaque moment a son utilité. Et on a de vraies rivalités construites. Regardez tous les catcheurs qu'on voit à l'écran, ils ont une vraie rivalité et ça fait du bien. On n'a plus l'impression qu'ils se forcent à booker un show parce qu'ils sont bien obligés. Non, là on voit très bien qu'on veut nous amener quelque part. Bordel, continuez comme ça par pitié. Et encore une fois, SmackDown, prenez exemple. Merci Ali, à la prochaine, merci à tous et vive le catch. Alors comme l'a dit Pierre, on ressent vraiment la différence entre Raw et SmackDown, car en gros à SmackDown, surtout vendredi dernier, le début du show était intéressant, la fin du show était intéressante, mais tout ce qui se passait au milieu n'était pas très intéressant, beaucoup de matchs par équipe qui ne servaient pas à grand chose, et c'est tout le contraire du côté de Raw, il y a une storyline ou une rivalité derrière tous les segments, ce qui fait qu'en effet Raw est bien plus intéressant malgré le fait que le show dure 3 heures. Et encore une fois, je vais me répéter, mais tout ce qui se passe autour de Judgment Day est très intéressant actuellement. À côté de ça, cette rivalité entre Gunther et Randy Orton est très intéressante également. Et Gunther est vraiment passé à un autre niveau de heel ces dernières semaines, il est excellent. Bronson Reed est en train de recevoir un bon push et ça fonctionne parfaitement au niveau des Tsunami Splash. Et Bron Breakker est monstrueux et c'est l'une des futures méga stars de la WWE. Donc vraiment actuellement Raw c'est nickel et maintenant il faudrait que SmackDown se chauffe également un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!